RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue RFM, il est midi, le grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, le fonds GIP et plusieurs sociétés publiques secouées par des affectations et licenciements tous azimuts. Les victimes dénoncent une décision abusive et une manière cavalière de gérer les services de l'État. L'administration se défend. Dans ce midi, un reportage au centre de santé de Ngor. Vous l'avez certainement vu, le message sous forme de cri du cœur dans les réseaux sociaux lancé par le docteur Alain Khassim Ndoye qui dénonce un manque de soluté pour les patients qui doivent subir une intervention chirurgicale. Les conséquences sont nombreuses et inquiétantes. La souffrance des hémodialysés à l'hôpital de Saint-Louis, le scanner de la structure sanitaire est tombé en panne. Les patients s'orientent vers Louga. Le prix à payer entre 40 000 et 120 000 francs CFA pour une seule séance de dialyse. Blocage des chantiers et lotissements dans certaines zones. Levée partielle de la mesure prise par les nouvelles autorités. Les zones concernées, le hangar des pèlerins, la bande des Filao de Guédiawaye Mbour 4, entre autres. Inauguration du stade Lat Dior, le chef de l'État à Thiès demain jeudi. Les Thiessois se préparent pour dérouler le tapis rouge à Bassirou Diomaye Faye. Les doléances ne manquent pas. Le grand journal Les actualités internationales avec les assurances du principal leader des rebelles au lendemain de la chute de Bachar el-Assad. Il promet de ne pas engager le pays dans une nouvelle guerre. Malgré tout, les craintes subsistent dans certains pays étrangers à l'image de la France. En sport, basketball féminin, championnat d'Afrique des clubs champions. Fin des phases de poule, le bilan dans ce midi avec Malal Diagne Junior. La presse du jour, Mohamed Ali Mouba à la une. L'État à la recherche de l'argent. Le président Diomaye qui tape aux portes du monde arabe. Point de vue, licenciement dans l'administration publique avec les cas du fonds GIP, de l'ANASER ou encore du port. Rendez-vous avec nos deux intervenants en fin de journal. Aliou Baït à la technique, bienvenue. D'abord, le centre de santé de Ngor, vous l'avez certainement vu, ce message sous forme de cri du cœur sur les réseaux sociaux lancé par le docteur Alain Khassim Ndoye qui dénonce un manque de soluté pour les patients qui doivent subir une intervention chirurgicale. Les conséquences sont nombreuses et inquiétantes. Les activités sont même au ralenti au centre de santé de Ngor. Fama Dione. Quand nous, on est obligé de leur dire non, on ne peut pas vous opérer parce qu'il manque ceci, il manque cela. Mais il n'y a que nous qui savons ce qu'on ressent. Ce sentiment qui anime le professeur Alain Khassim Ndoye est pratiquement partagé. Au sein du centre de santé Diogali Moussé Samb d'Ngor, l'absence de soluté plombe les activités. Pas d'accompagnant de malades qui poireautent ou patientent devant le centre ou encore dans la cour. Aucune opération n'est pratiquée. Les médecins urologues n'ont plus de patients à opérer. Professeur Alain Khassim Ndoye, responsable du centre de santé de Ngor. J'ai demandé au pharmacien du centre qui a saisi la PMA. Mais ça depuis longtemps, depuis très longtemps. J'ai essayé par mes relations personnelles d'identifier les pharmacies qui avaient quelques flacons. On était allé les chercher une fois, mais la source s'est tarie. Dans ce pays-là, hôpital égale perfusion. Quand il n'y a pas de perfusion, les malades nous regardent avec des yeux, des gros yeux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation. Serge Corentin est dans le bénévolat depuis un moment. Cette image du centre de santé de Ngor le désole. Ça me fait mal au cœur parce qu'un bénévole, quand il se met à la disposition des populations, c'est pour apporter un gain ou une joie aux malades. Mais quand on voit qu'un malade qui vient dans l'état, des fois, il y a des malades qui sont très 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 malades et qu'on n'arrive pas à soigner parce qu'il y a un manque de produits, ça fait mal au cœur. Comme si moi aussi j'avais mon père qu'on amenait ici, il n'arrivait plus à 1 heure et on me renvoie à la maison, ça me fait mal au cœur. Au centre de santé Diogali Moussé Samb d'Ngor, les laboratoires et l'hospitalisation fonctionnent à peine. Une rupture de solitude est à l'origine. Aucune action n'est entreprise pour aider le centre de santé et les malades. On a dit ce qu'on avait à dire. On espère que les gens vont réagir. Mais c'est pas moi qui vais faire venir un stop de solitude au Sénégal. C'est pas dans mes prérogatives. Santé toujours cette fois-ci avec la souffrance des hémodialysés de Saint-Louis depuis plusieurs mois maintenant. Le scanner de l'hôpital régional n'est plus fonctionnel. Les pannes sont récurrentes et les patients sont obligés de dépenser entre 40 000 et 120 000 francs CFA pour une séance de dialyse. Cette fois-ci, pas à Saint-Louis, mais plutôt à Louga. Le cri du cœur des malades et de leurs accompagnants dans ce reportage d'Ousseynou Diop. L'hôpital régional de Saint-Louis manque de tout. Le manque de lits pour les hémodialysés est devenu inquiétant.
les machines tombent toujours en panne, selon Bandessar, le président des hémodialysés de la vieille ville. Je vous dis, le manque de lits est extraordinaire. Il y a que les machines sont souvent en panne et les populations sont obligées justement de voyager. Depuis presque 4 ans, les malades font la navette entre Saint-Louis et Louga pour faire un scanner. Ils dépensent entre 40 000 et 120 000 francs CFA pour une séance de moins de 30 minutes. Ma mère est malade depuis quelques jours et j'étais obligé de l'amener jusqu'à Louga en payant environ 120 000 francs CFA à travers SAMU pour pouvoir l'évacuer jusqu'à Louga. Aujourd'hui, l'hôpital polarise et plusieurs localités du nord du pays. Pour Zahir Fall, le chargé de la communication, la surexploitation du scanner est à l'origine des problèmes rencontrés. Les malades viennent de partout au niveau de la zone nord. C'est pourquoi l'appareil du scanner est surexploité. Le problème est devenu une demande sociale pour les Saint-Louisiens. Pour le président de l'association des malades de Saint-Louis, Doudou Diop, l'État doit aujourd'hui doter l'hôpital régional d'un scanner moderne pour soulager les patients. Et si les Saint-Louis ne disposent pas d'un scanner fonctionnel, vous savez que c'est bonjour aux dégâts. Et donc là, nous interpellons les nouvelles autorités dont nous avons confiance. C'est pour cela qu'ils ont été élus, pour résoudre le problème Saint-Louis concernant le scanner, de se rapprocher de Saint-Louis, de se rapprocher des autorités de Saint-Louis, parce que vraiment, il y a beaucoup de maux dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, l'hôpital régional de Saint-Louis a besoin d'un nouveau souffle. La structure hospitalière est même plus malade que les patients. Le scanner, sous le poids de l'âge, ne fonctionne plus. La file est également très longue pour les patients qui sont sur la liste d'attente. Pour trouver une place, il faut forcément le décès d'un patient ou le transfert définitif d'un malade vers une nouvelle structure sanitaire. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. 65 millions de francs CFA, c'est le montant de la dette que doivent les mutuelles de santé au district sanitaire de Médina Yoro Fula. Nous sommes dans la région de Kolda. Conséquence de cette dette, l'arrêt de la gratuité des soins en faveur des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes. Abdoulaye Diallo. Pour une dette des mutuelles de santé estimée à 65 millions de francs CFA, non encore payée au district sanitaire de Médina Yoro Fula, la santé de la mère et de l'enfant est en danger dans ce département. Je suis le président de l'intersyndicale du district sanitaire de Médina Yoro Fula. C'est l'arrêt des prestations des soins de santé des bénéficiaires, à savoir les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes surtout, dont cela est dû au non-remboursement de cette dette qui est à hauteur de 65 millions de francs CFA. Alors cet arrêt a eu depuis le 1er juillet 2024. C'est la gratuité des 0,5 ans et les femmes enceintes dans le cadre du projet ISMEA. Cette dette n'a pas été remboursée. Depuis fin juin 2024, il n'y a pas eu de soins gratuits pour les enfants âgés de 0 à 5 ans dans cette partie du pays. Les postes de santé n'ont pas de médicaments. Les populations ne parviennent pas à se soigner correctement. Depuis le mois de juillet à nos jours, les enfants de 0 à 5 ans n'ont pas l'accès aux soins parce que quand ils vont dans les postes de santé, ils payent les médicaments. Les femmes enceintes, quand ils vont au niveau des postes de santé et centres de santé et des analyses, ils payent les médicaments de ces prestations. Toutes leurs démarches effectuées pour essayer de décanter la situation sont restées vaines. Nous avons fait des démarches avec le chargé de la mutuelle départementale et de la CIM, mais également du préfet et du directeur régional de la santé de Kolda. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu gain de cause. D'où leur cri de cœur. Nous lançons un appel au Premier ministre, à son gouvernement, pour venir en aide à la population de Médina Yoro Fula. Les postes de santé ne parviennent pas à s'approvisionner correctement en médicaments. Ces difficultés vont amener certains patients à traverser la frontière pour aller chercher des soins en Gambie. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Retour ici à Dakar, à Kermassar exactement. Là-bas, la Fédération départementale des personnes vivant avec un handicap demande à l'État la mise en place de la haute autorité chargée de la promotion des droits des personnes handicapées, d'un centre d'insertion en plus d'appliquer les lois en faveur des personnes vivant avec un handicap. La même demande a été formulée à l'endroit des maires du département et du président du conseil départemental pour qu'ils orientent leur budget vers les préoccupations de cette couche de la société. Abdou Konya Diop, le président de la Fédération départementale des associations des personnes handicapées de Kermassar, propos recueillis par Aminata Ba. Nous reconnaissons que l'État a fait des efforts dans la promotion et la protection des personnes handicapées, mais quand même, il reste beaucoup de choses à faire. Surtout des défis qui nous attendent. D'abord, la mise en place de la haute autorité chargée de la promotion des droits des personnes handicapées, mais également le fonds d'insertion pour l'insertion socio-économique des personnes handicapées, mais également le décret relatif au prorata de 15% relatif au recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique. Mais à côté de cela, par rapport aux communes et aux conseils
conseils départementaux également dans leur programme que les préoccupations des personnes handicapées soient prises dans leur budget. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes en train de développer avec les partenaires la participation politique où il est nécessaire d'amener les collectivités territoriales à élaborer des budgets sensibles aux personnes handicapées. Cela va nous permettre aux personnes handicapées de pouvoir jouir de tous leurs droits en matière de développement. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, parmi les 15 textes d'application relatifs à l'effectivité de la loi d'orientation sociale, il n'y a que 3 dispositions qui sont effectives. Mais il nous reste 12 textes à prendre, c'est 9 décrets, mais également 4 arrêtés. Donc il est nécessaire qu'aujourd'hui, en tant qu'organisation de personnes handicapées, de porter le plaidoyer envers les autorités. L'insertion des personnes vivant avec un handicap, c'est également un débat du côté de Fatick. Là-bas, le constat est que des efforts restent à faire. Constat de l'Union régionale des associations des personnes en situation de handicap. Plusieurs autres préoccupations ont été soulevées en marge de la cérémonie marquant la journée mondiale des droits des personnes handicapées. Commémoration avec un léger retard puisque vous le savez, la journée a été célébrée le 3 décembre dernier. Aminata Goudiaby. 10 240 personnes en situation de handicap vivent dans la région de Fatick. Elles sont dans des associations bien organisées qui leur offrent des cadres d'échange et de travail. Jean-Paul Malik Faye, préfet du département de Foundiougne. Les personnes en situation de handicap sont des actrices à part entière du développement. Ce leadership se manifeste déjà dans l'entrepreneuriat, l'éducation, la culture ou encore dans l'activisme communautaire. Cette réalité colle avec le thème choisi pour la journée mondiale des personnes vivant avec un handicap dans la région de Fatick. Elles bénéficient régulièrement de formations, mais peinent souvent à être insérés professionnellement. Mapate Diouf, président de l'Union régionale des associations de personnes vivant avec un handicap. Ne pas les laisser après la formation sans insertion ni financement. Donc les points urgents, c'est pour avoir l'autonomisation de ces personnes handicapées-là, il faut les encadrer, les orienter. L'État du Sénégal consent de nombreux efforts dans l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap. Le préfet du département de Foundiougne évoque les avantages de la loi d'orientation sociale. La mise en œuvre de cette loi a permis aujourd'hui à l'État du Sénégal d'octroyer 77 922 cartes d'égalité des chances. Ici, dans le département de Foundiougne, le nombre de bénéficiaires de cartes d'égalité des chances s'élève à 1320. Le nombre de cartes d'égalité des chances distribuées est jugé très petit par Mapate Diouf, qui est par ailleurs vice-président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Nous sommes estimés presque à 3 millions et quelques de la population. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à atteindre les 100 000 cartes d'égalité des chances au niveau national. Donc c'est quelque chose que nous déplorons. Les collectivités territoriales sont aussi invitées à accompagner davantage les associations de personnes vivant avec un handicap. L'Union régionale de Fatick va organiser le renouvellement de ces instances en 2025. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. RFM, partout. Tout le temps. Je vous l'annonçais en titre, le fonds GIP, le fonds de garantie des investissements prioritaires secoué par des affectations et licenciements tous azimuts. Les victimes dénoncent une décision abusive et une manière cavalière de gérer les services de l'État. Mais l'administration se défend. Nafissa Toussila. Affectation, licenciement, mutation ou encore des demandes d'explication, les agents du fonds GIP crient à l'abus. Amadou Sy en fait partie alors qu'il avait déjà un CDI. J'étais le chef de département, partenariat préparation des projets du fonds GIP. J'ai été recruté au mois de février et ce poste était un poste vacant. C'est avec la nomination de Ndeye Fatou Mbougne au mois d'octobre, elle a commencé à faire des affectations et des licenciements. Elle m'a envoyé par le biais des ressources humaines un mail mercredi 13 novembre pour me dire que j'ai été affecté à Kaolack et elle a changé mon poste et ce n'était pas dans mon contrat initial. Amadou Sy et ses autres collègues pointent du doigt l'administrateur général qui refuse de revenir sur sa décision. J'ai demandé un avenant le lendemain et elle m'envoie une demande d'explication de 14 jours. Le RH qui me remettait ça, il m'a dit que mais moi ça j'ai tiqué parce que je savais que tu n'étais pas absent. Je suis parti voir la CENI juridique. Ils m'ont répété la même chose. L'acte de licenciement, ils l'ont daté le 2, c'est-à-dire que c'était déjà prémédité. Interpellé, l'administrateur général s'explique pour ce qui est des affectations et pour les licenciements. Il avance entre autres un sureffectif et un manque de qualification pour beaucoup d'agents. Le fonds GIP n'est pas là que pour les Dakarois. Et aujourd'hui, quand on doit être déployé, qui va partir? Mon objectif, Dakar, d'accord, mais c'est dans les fins fonds des régions que tous les Sénégalais puissent se l'approprier. Et c'est
c'est justifié parce qu'ils l'ont signé, c'est dans le contrat de travail. Côté licenciement, oui, il y en a eu parce qu'il y a des agents quand même qui sont permis d'avoir plus de 80 jours d'absence non justifiée. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été recrutés et qui n'ont même pas le bac à des postes de responsabilité. Il y a des chauffeurs qui ont été recrutés et qui n'avaient pas de permis de conduire. C'est un scandale. Accusé de vouloir caser une clientèle politique, Ndeye Fatou Mbodj nie tout en bloc. Je suis certes une militante de PASTEF, mais je ne suis pas là pour politiser le FONGIP. Quand je rentre au FONGIP, ma casquette de PASTEF, je la laisse dehors. Et je rentre en tant qu'administrateur général du FONGIP. J'ai pris des gens qui sont de la paire et pourtant je les ai mis à des postes de responsabilité parce que moi, aujourd'hui, je ne regarde pas qui est qui et ils font partie de quel parti. Moi, ce que je regarde sont les compétences et ce que la personne peut apporter au FONGIP. Et l'administrateur général se veut clair, elle ne reculera devant rien. Nafissatou Sila, justement le débat sur ces affectations et licenciements. Rendez-vous tout à l'heure d'un point de vue. Les enseignants décisionnaires qui montent au créneau une nouvelle fois, ils demandent à être invités à la rencontre du comité de suivi des accords entre l'État et le G7. Une rencontre qui est prévue vendredi après-demain. Ces enseignants non fonctionnaires veulent porter eux-mêmes leurs revendications et réclament la révision de leur statut. Alpha Samb, le porte-parole du collectif des décisionnaires. Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la fonction publique, a convoqué le comité de suivi des accords. Le vendredi 13 décembre, tous les secrétaires généraux du G7 ont été invités et ils seront certainement notre porte-parole une fois que la question des décisionnaires dans l'éducation a été évoquée. Nous, décisionnaires, nous avons pensé que des décisionnaires doivent être invités à cette rencontre. Ce sont nous, les décisionnaires, qui vivent la situation. Et que, comme vous le savez, chaque jour, beaucoup de décisionnaires partent à la retraite et vivent dans la galère. Le collectif réfléchit sur la question et a toujours fait des propositions. C'est pourquoi nous avons pensé, pour apporter plus de pertinence et d'efficacité à cette rencontre, que le ministre de la fonction publique invite les décisionnaires à la table de négociation. Les propositions qui ont été faites par les décisionnaires concernent la modification du décret de 1974 et que si ces propositions ont été respectées ou mises en application par le gouvernement, la question sera certainement réglée de façon tout à fait définitive. L'insécurité dans les établissements scolaires de Ziguinchor, au moins 5 cambriolages. 5 en l'espace de 3 semaines au collège d'enseignement moyen CMT. Le dernier cambriolage a eu lieu la nuit dernière. Notez que le collège CMT de Ziguinchor a beaucoup perdu en matériel pédagogique et informatique depuis le début de ces cambriolages. Édouard Tomi, le principal de l'établissement, lance un cri du cœur et interpelle les autorités. La première fois, ils ont remporté 17 ordinateurs. La deuxième fois, ils sont encore venus, ils ont emporté 3 ordinateurs. Maintenant, ils sont encore revenus une troisième fois. Là, ils ont défoncé carrément, ils ont défoncé la fenêtre. Après, parce qu'entre-temps, on a mis les grilles. Et aujourd'hui, c'est la 5e fois. C'est pourquoi, vraiment, nous, on en a marre. Donc voilà pourquoi, vraiment, on a fait appel à vous. Pour qu'au moins, les gens sachent ce qui se passe au CMT. La question de sécurité se pose avec acuité ici. Donc, on a tout fait. On a déposé une plainte. Les gens sont sur le terrain, ils travaillent aussi sur ça, mais jusqu'à présent les voleurs continuent à courir. Dans la nuit d'hier, apparemment ils sont venus chercher de l'argent parce qu'ils sont entrés pour la première fois, ils ont défoncé le bureau du gestionnaire, ils ont cherché le coffre-fort, ils ont vidé le coffre-fort mais ils n'ont rien trouvé là-bas, ils ont défoncé le coffre-fort mais ils n'ont rien trouvé parce que l'argent est logé à la banque. Au niveau de son armoire également, etc. Ils ont aussi défoncé mon bureau espérant trouver quelque chose, mais malheureusement c'est la mallette de l'office du bac qui est encore là-bas, ils n'ont pas trouvé d'argent non plus, ils ont défoncé l'armoire, ils ont cru peut-être qu'il y avait des ordinateurs, mais il n'y avait rien. On continue toujours à espérer que la police mettra fin à tout ça, parce qu'on a déposé la plainte depuis le 20 novembre. Et jusqu'à présent, ça continue. Le cri du cœur du principal du collège CMT de Ziguinchor, blocage des chantiers, lotissement dans certaines zones, levée partielle de la mesure prise par les nouvelles autorités, les zones concernées, le hangar des pèlerins, la bande des Filao de Guédiawaye ou encore Mbour 4.
C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué de la primature qui nous est parvenu, communiqué parcouru par Koumba Sandiane Faye. La mesure suspensive a été levée. Les titulaires de droit sur les PUD ou lotissement au niveau de BOA, Hangar des Pleureurs et recasement 2, zone nord de la bande des Filao de Guédiouaï, Yumbel Malika Tiaounpoul, au Pointe-Sarène, Mbour 4, sont priés de renseigner un formulaire d'identification de l'eau et de le déposer au siège de la Direction générale de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol ou à la brigade zonale de la DGSCOS de Mbour. Comme il a été indiqué, les zones et parcelles qui ne présentaient pas de problème particulier feraient l'objet de levée de suspension au plus tard à la fin du délai de prorogation. Ainsi, la primature a fait savoir qu'à travers un communiqué de presse du 7 novembre dernier, le secrétariat général du gouvernement a porté à la connaissance du public de la prorogation pour 45 jours, d'où la mesure suspensive de ces lotissements. Une prorogation qui concernait également EGBOS, Pointe-Sarène et Ndiében Gandiol. Et après un cutus tenant lieu de Mélevé sera délivré au cas par cas après exploitation des informations fournies. Mais en ce qui concerne le plan d'aménagement de la nouvelle ville de Thiès et l'aménagement de Ndiében Gandiol, les décisions relatives au traitement des attributions seront notifiées ultérieurement aux personnes concernées. S'agissant du lotissement de EGBOS, des pôles urbains de Diaksa, Bambilor, Dini Biramdao, Yen et de Dagaholpa, les travaux du comité se poursuivent pour voir s'il y aura levée ou non de cette mesure suspensive des lotissements, une mesure qui a été prise par les nouvelles autorités. Koumba Sandiane Faye, le chef de l'État justement attendu à Thiès demain, jeudi, inauguration de la statue Lat Dior. Thiès se prépare mais les doléances ne manquent pas. Cheikh Anta Diop. C'est déjà l'effervescence dans la capitale du rail. Des drapelets verts, jaunes, rouges sont visibles partout à travers les artères. L'arrivée du chef de l'État à Thiès demain est sur toutes les lèvres. Gallo Sow, rencontré à la mairie-ville de Thiès, pour lui, les Thiessois doivent sortir massivement pour l'accueillir. Oui. Quand on a une hôte de grande envergure, il faut se préparer. C'est une occasion de doter de Thiès d'un programme qui lui permettra au moins de s'approprier ou de prendre un autre élan. Mais pourquoi pas? Un président de la République, la population doit l'accueillir. Des retraités assis confortablement sur des chaises devant la mairie-ville de Thiès discutent. Pour certains, les priorités sont ailleurs. Bon, le président de la République est le président de tous les Sénégalais. Il peut bien venir à Thiès. Ce n'est pas uniquement pour inaugurer, mais certainement il y a autre chose. On ne comprend pas, nous. D'accord. On demande à l'État vraiment de faire face à la situation avant d'arriver vraiment à d'autres choses. Deuxièmement aussi, c'est aussi du quotidien. Parce qu'actuellement, le problème du Sénégalais, c'est le vivre, c'est la santé, c'est l'école et tout ça, c'est les difficultés. On sait que c'est des problèmes. Les services techniques de la municipalité, les conseillers municipaux et militants de PASTEF se sont fortement mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le chef de l'État à Thiès, donc demain pour inaugurer la statue Lat Dior. Et nous reparlons de Barthélémy Diaz et de sa radiation de l'Assemblée nationale du fait de sa condamnation à 2 ans de prison dans l'affaire Ndiaga Diouf. C'est le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, qui a saisi l'Assemblée nationale sur la question. Mais le député de PASTEF, Thierno Alissi, lui aussi pourrait subir les mêmes rigueurs de la loi. Et pour cause, Thierno Alissi a été condamné définitivement dans une affaire d'escroquerie. Mohamed Ali Mouba. Oui, le député de PASTEF, Thierno Alissi, pourrait subir le même sort que Barthélémy Diaz et pour cause, car c'est par arrêt numéro 46 en date du 17 novembre 2022 que la Chambre pénale de la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé du député contre l'arrêt numéro 319 du 24 août 2021 de la Cour d'appel. Le diarrhée confirme la décision ou la condamnation de Thierno Alissi à une peine de 3 mois assortie du sursis pour abus de confiance et le paiement à la partie civile de dommages et intérêts. Il est condamné à payer à Patrice Calas Lopez da Silva, représentant de la société TDI, la somme de 12 millions de francs CFA. Thierno Alissi donc tombe ainsi sous le coup des articles 29 et 30 du Code électoral. L'article 29, vous le savez, stipule que les personnes condamnées à une peine sans sursis ou avec sursis d'une durée supérieure à un mois pour des délits comme l'abus de confiance ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales. L'article 30 fixe la durée de cette exclusion des listes à 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2027 concernant Thierno Alissi. Le ministre de la Justice aurait pris les dispositions nécessaires pour saisir l'Assemblée nationale afin de déchoir Thierno Alissi de son mandat de député. L'actualité internationale.
Bienvenue Georges Déthié Diop. Merci Barthélémy Ngom. La France qui entame son retrait du Tchad. L'état-major des armées tchadiennes l'a annoncé hier dans un communiqué. Des avions de chasse français ont commencé à quitter le pays. Khadisila. Les forces tchadiennes se sont rendues à la base française d'Ndiamena pour assister aux premières heures du retrait militaire. 2 des 3 avions de combat Mirage ont décollé pour atterrir à la base de Nancy, dans l'est de la France. Un premier départ qui marque la fin de la coopération militaire entre la France et le Tchad, comme l'a demandé ce dernier il y a un mois. La France totalisait environ 1000 soldats ainsi que du matériel militaire dans le pays. Les 2 pays doivent désormais fixer un calendrier pour le retrait progressif et définitif des militaires français. Selon le Tchad, cette décision marque un tournant historique qui devrait lui permettre de redéfinir ses partenariats stratégiques en fonction des priorités nationales. Il s'agissait de l'un des derniers pays de la région où la France maintenait une présence militaire importante. Après avoir été évincée ces dernières années du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé durant le week-end au moins 50 personnes, dont plusieurs femmes et des enfants dans la région de Maradoun, dans l'état de Zamfara. Un rapt confirmé par le porte-parole de la police de Zamfara. Aucun groupe n'a revendiqué l'enlèvement que les habitants ont imputé à des groupes de bandits connus pour leur massacre et leur enlèvement contre rançon dans la région septentrionale en proie à des conflits. Au Ghana, le nouveau président élu appelle à la fin des violences post-électorales. Un arrêt immédiat. John Dramani Mahama a aussi exhorté au respect de l'unité nationale. Koumba Sandiane Faye. Le président élu du Ghana, John Dramani Mahama, a fermement appelé à l'arrêt immédiat des violences post-électorales et au respect de l'unité nationale. Dans une déclaration publique diffusée après sa victoire contre Mohamedou Bawumia lors des élections générales du 7 décembre, il a condamné les attaques contre des bureaux et infrastructures de l'État, ce qu'il qualifie d'actes de tentative de sabotage. Mahama a également appelé le président sortant, Nana Akufo-Addo, et les forces de sécurité à prendre des mesures décisives pour restaurer l'ordre face aux affrontements et actes de vandalisme qui ont éclaté dans plusieurs régions. Ces violences impliquent principalement des partisans des 2 principaux partis, l'NDC et le NPP, qui s'accusent mutuellement de provoquer le chaos pour influer sur la transition politique. Le président élu a réitéré son engagement à bâtir un Ghana pacifique et prospère. Il indique ainsi, je cite, « Il est temps de prouver notre détermination à reconstruire notre nation dont l'unité et la compréhension. » Fin de citation. La présidentielle ivoirienne, Georges, présidentielle prévue en 2025, l'interminable attente du RHDP. En conférence de presse hier, le porte-parole Kwasi Adjoumani a déclaré qu'Alassane Ouattara est le candidat effectif du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cette sortie qui intervient à 11 mois du scrutin, alors que des indiscrétions attribuent des ambitions présidentielles à certains cadres du parti au pouvoir. Gobia Yabi. La Côte d'Ivoire est suspendue à la décision d'Alassane Ouattara de briguer ou non un 4e mandat en 2025. Dans ses rangs, l'absence d'un dauphin évident suscite des inquiétudes. En conférence de presse mardi à Abidjan au siège du RHDP, le ministre d'État et porte-parole du parti Kobenan Kwasi Adjoumani a déclaré qu'Alassane Ouattara est le candidat effectif, mettant en garde à demi-mot les cadres du parti. Notre candidat, ce n'est même pas un candidat naturel parce que j'ai vu un journal titré aujourd'hui « Le candidat naturel peut ne pas être candidat ». Mais nous, on n'a pas de candidat naturel. Nous, on a un candidat qui est effectif. C'est le président Alassane Ouattara. Les gens en ont peur parce que c'est le candidat redoutable. Mais comment vous pouvez choisir, nous, notre candidat à notre place? Est-ce que vous avez vu au sein du RHDP quelqu'un lever le doigt qui veut être candidat? S'il l'a dit, peut-être c'est devant sa femme. Parce que quand on est dans sa chambre avec sa femme, pour se faire valoir, on va dire « je suis candidat ». Mais il faut venir le dire dehors, on va te voir. Donc nous, notre candidat, pour l'opposition qui ne le sait pas encore, c'est bien le président Alassane Ouattara. Et il va gagner les élections. Si Alassane Ouattara ne s'est pas encore prononcé sur ses intentions pour 2025, un nom revient depuis peu sur plusieurs lèvres dans la capitale ivoirienne. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, et ce dernier se fait de plus en plus discret face au silence pesant d'Alassane Ouattara. Gobien Yabi, Abidjan, RFM.
Hors du continent en Syrie pour terminer, 54 soldats qui avaient pris la fuite pendant l'offensive des rebelles ont été tués selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ils ont été capturés par des djihadistes du groupe État islamique puis sommairement exécutés en plein désert près de la localité de Sorna à 80 km au nord-est de la cité antique de Palmyre dans le centre du pays. Pour te boucler, Georges, notez qu'en Syrie, toujours avec les assurances du principal leader des rebelles, au lendemain de la chute de Bachar el-Assad, il promet de ne pas engager le pays dans une nouvelle guerre. Malgré tout, des craintes subsistent dans certains pays étrangers à l'image de la France. Merci beaucoup, Georges Déthidiop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat d'un point de vue licenciement dans l'administration publique avec les cas du FONGIP, de l'ANASER ou encore du port. Rendez-vous tout à l'heure avec nos deux intervenants. Pour en parler, nous serons avec Abdou Fati, membre du bureau national de la FGTSB, et Mbaïsen Diakhaté, inspecteur du travail et secrétaire général du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail. RFM Sport. Diane Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Et on démarre avec le basketball. Oui, la balle orange pour faire le bilan de la première phase des championnats d'Afrique des clubs champions chez les dames. Compétition qui se joue à Dakar au stadium Marius Ndiaye après la phase de poule. Place au bilan avec les équipes qualifiées pour les quarts de finale avec Solecam. Alexandria Sporting Club d'Égypte, champion en titre, a pourtant remporté son match d'entrée contre France Basketball Association de la Côte d'Ivoire au Lama. Mais les Égyptiennes ont été surpris lors de leur deuxième match contre le CNSS de la RDC. Les championnes en titre mettaient ainsi un terme à leur série de 15 victoires en Afrique. Pire encore, les joueuses d'Alexandria Sporting Club ont trébuché devant l'APR du Rwanda lors de la troisième journée de la poule B. Une défaite qui écarte les doubles tenantes du titre. Pendant ce temps, France Basketball Association de la Côte d'Ivoire, qui avait raté son entrée en lice, a su se relancer après avoir surpris la paire du Rwanda lors de la deuxième journée. Les Ivoiriennes ont enchaîné une deuxième victoire lors de leur troisième match hier en venant à bout l'équipe de la RDC de CNSS. Un succès qui permet au club ivoirien de terminer premier de la poule B. Et de l'autre côté, dans la poule A, après ses victoires contre les Camerounaises de FAP et les Nigérianes de MFM Queens, l'AS Ville de Dakar s'est incliné devant le champion d'Égypte Al Ahly. Les protégés de Moustapha Gueye restent ainsi à la deuxième place derrière Al Ahly Sporting Club d'Égypte qui, de son côté, réalise un carton plein. 3 victoires en autant de sorties. Les deux Sénégalaises, Ndjoma Didikan et Madjigen Sen, ont été d'un grand apport, permettant ainsi au club Al Ahly de conserver son invincibilité. Ainsi donc, France Basketball Association et APR rejoignent Al Ahly et l'AS Ville de Dakar pour les quarts de finale. Ferroviario Maputo est aussi qualifié avec 2 victoires. L'autre représentante du Sénégal, la Jeanne d'Arc de Dakar, a toujours une chance de se qualifier, soit en arrachant le deuxième ticket de la poule C ou, au pire des cas, l'un des tickets de meilleur troisième. Solecam, merci. Malal, nous parlons des préparatifs des Jeux Olympiques avec les organisateurs qui ont entamé une visite de chantier. Les JOJ Dakar 2026, donc actuellement les différents responsables des différentes commissions sont en tournée entre Dakar et Mbour et Sali pour voir l'état d'avancement des chantiers. Saliou Sen, coordonnateur pour l'accessibilité de tous ces sites, a fait le point sur l'état d'avancement des travaux ce matin à Iba Mar Diop, ici à Dakar, avec Solecam. Aujourd'hui, on commence par le stade Iba Mar Diop. Nos partenaires d'Ageroute, qui sont les maîtres d'ouvrage, vont vous faire un rapide bilan de l'état d'avancement sur le site de Iba Mar Diop. Ensuite, on ira sur le site de la piscine olympique parce que pour les Jeux olympiques de la jeunesse, ce sont ces deux sites qui sont concernés pour recevoir les compétitions en 2026. Donc Iba Mar Diop et le tour de l'œuf, donc la totalité du site de la piscine olympique. Ensuite, on ira à Diamniadio, qui sera le cœur des Jeux, puisque la plupart des infrastructures de compétition et même de non-compétition sont logées à Diamniadio. On ira au centre d'exposition du CICAD,
parce que c'est un site de compétition. On fera un tour à Dakar Arena et au stade Abdoulaye Wade, puisque ce sont également des sites de compétition, mais on y passera certainement moins de temps puisque ce sont des sites que vous connaissez bien mieux que nous. On fera une étape au niveau du centre équestre qui est en train d'être érigé par la gendarmerie nationale, parce que c'est ce centre équestre qui va recevoir les compétitions d'équitation. Le football, pour finir cette page de sport, Barthélémy, avec la suite de la Champions League européenne. Lille reçoit l'équipe de Sturm Graz, Atlético Madrid face à l'équipe de Slovan Bratislava, Arsenal face à l'équipe de l'AS Monaco, Dortmund reçoit l'équipe de FC Barcelone avec un Yamal en pleine forme, le pied gauche magique du Barça qui régale les amateurs du pur football. City en délicatesse avec ses mauvais résultats et ses résultats en demi-teinte se déplace sur la pelouse de la vieille dame la Juve en Italie. L'AC Milan à San Siro jouera contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Stuttgart plutôt fera face à l'équipe de Young Boys de Berne. Et enfin, l'équipe de Sparta Prague se déplace pour défier l'équipe de Feyenoord Rotterdam. Barthélémy. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. RFM, presse du jour. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Diomaye toujours à la quête d'argent frais. Le salut va-t-il finalement venir du monde arabe? Après le Qatar, Diomaye a désormais en ligne de mire l'Algérie. Le journal Le Soleil constate d'emblée que le chef de l'État a profité du sommet de l'Union africaine sur l'éducation à Nouakchott en Mauritanie pour s'entretenir avec son homologue algérien. Abdelmajid Tebboune, mon confrère, note qu'il a présenté le modèle sénégalais fait de qualité et d'inclusion. Objectif, bâtir une économie pour nos talents. Sur le même sujet, le journal Observateur constate que Diomaye vise loin. Le journal est revenu largement sur le nouveau plan du chef de l'État pour vendre notre pays. Enquête lui fait focus ce matin sur le pétrole et son exploitation. Le journal pointe les records de Sangomar. La production a atteint là-bas 15 à 16 millions de barils pour les 6 premiers mois, soit un surplus de 4 millions. Ce pétrole pourrait générer plus de 500 millions de dollars pour l'État sénégalais dès 2025. En attendant, la raffinerie de Mbao se modernise pour traiter l'intégralité du pétrole sénégalais d'ici 2030. Mes tribunes se demandent si Sonko Diomaye ne se trompait pas de combat de priorité. Le panier de la ménagère, le ministère de l'économie, impuissant, constate la flambée des prix. Le peuple attend impatiemment la concrétisation des promesses électorales, écrit le confrère. Le journal ne croyait pas si bien dire car l'AS lui-même parle de sale temps pour Gorgolou vers la flambée du prix du riz indien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le journal note que les coûts du transport, c'est la source du mal. Le prix du riz ne cesse de grimper dans la région ouest africaine à cause du coût exorbitant du fret. Le journal Les Échos lui fait focus sur le climat délétère avec les licenciements, l'appel à FONGIP, des demandes d'explications pour des absences survenues avant la nomination de l'actuelle directrice. Le journal note que dès que le concerné répond, eh bien, il reçoit sa lettre de licenciement. Certains employés ont saisi l'inspection générale du travail. Selon l'administratrice interrogée par le même journal, ils n'ont pas apporté jusque-là les justificatifs de leur absence. Fin de citation. Les manœuvres autour de Barthélémy Diaz et de sa mairie, Walfatri note que c'est une dangereuse tactique et pour cause, car Pastef suit dangereusement là les pas du Parti socialiste, du PDS et de la paire. Le journal a demandé à Hassan Samb d'analyser la tactique. Pour le journaliste, c'est simplement effarant ce qui se trame. Les Sénégalais sont outrés. L'ASLU note que ça risque de ne pas être facile. Il y a des limites à tout, des limites à la manœuvre, les limites d'une déchéance. L'I-Quotidien lui aussi note ce paradoxe. Oui, qu'on invoque L277 du code électoral pour intenter la déchéance d'un conseil municipal élu il y a près de 3 ans. Les limites découlent d'une méconnaissance des dispositions des 2 lois organiques contenues dans le code électoral LO 162, LO 182. À la fin des fins, il revient en tout cas au Conseil constitutionnel de constater la déchéance du mandat. Dans ce ça, l'expert en décentralisation, Dr Abdurrahman Maïga, soutient que l'article 277
2017 reste inopérant pour rallier Barthélemy de la mairie de Dakar. Sud Quotidien en profite pour se pencher sur la démocratie sénégalaise à l'épreuve de la légitimité. Le confrère prend prétexte de la judiciarisation de l'espace politique pour faire ce diagnostic. Santé urgence signalée au centre de santé de Ngor. L'observateur tire la sonnette d'alarme. Le service d'urologie du centre est à l'arrêt. Plus d'intervention chirurgicale depuis mercredi dernier. Le témoignage choc du professeur Ndoye sur les dégâts de la rupture de soluté à perfusion. En première page du journal Sourça, Ndella Madior Diouf qui reste en prison. Oui, sa demande de mise en liberté provisoire a été rejetée. La chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus du juge, une décision initialement rendue par le magistrat du premier cabinet d'instruction, énonce textuellement le confrère. Le journal rappelle que l'arrestation de Ndella Madior Diouf fait suite au scandale lié à sa pouponnière Cœur Mandé établie à Sacré-Cœur où 2 de ses enfants sont décédés suite à des maltraitances, alors que Ndella Madior prétendait les avoir conduits à l'hôpital, alors que les médecins n'ont pu rien faire pour les bébés qui étaient mal en point. Plus grave, les aurait ensuite inhumés sans autorisation. Appréhendés en 2023, souvenez-vous, des dizaines de bébés ont été évacués à l'hôpital Gaspard Camara pour une prise en charge médicale. Malgré les multiples demandes de mise en liberté provisoire, le juge d'instruction a opposé un refus catégorique. Et puis sport pour boucler dans le journal L'Observateur, l'après Léo Cissé qui se dessine. Les fédéraux ont ouvert les dossiers de la succession de l'ex-entraîneur du Sénégal, suspendu hier. La réunion du COMEX reprend aujourd'hui. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue, le débat porte sur ces licenciements dans l'administration publique avec les cas du FONGIP, de l'ANASER ou encore du port. Pour en parler, nous sommes avec Abdou Fati. Monsieur Fati, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau national de la FGTSB. Notre deuxième intervenant, Baïsen Diakhaté. Monsieur Diakhaté, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Merci. Inspecteur du travail et secrétaire général du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail. Alors, si vous permettez, monsieur Diakhaté, je donne d'abord la parole à Abdou Fati, membre du bureau national de la FGTSB. Une fédération donc qui regroupe des syndicalistes des travailleurs. Alors, monsieur Fati, on a constaté des licenciements ou affectations, si vous voulez, tous azimuts dans certaines sociétés publiques. On peut citer le cas du FONGIP, de l'ANASER ou encore du port. D'abord, comment vous appréciez un peu cette situation, vous en tant que travailleur ou défenseur des travailleurs? Effectivement, constater pour le déplorer que depuis un certain temps, aussi bien au niveau du FONGIP, au niveau de la direction des mines, au niveau de la CBAO, au niveau du port, que depuis quelque temps, l'employeur a cette manie-là de licencier des travailleurs et d'affecter unilatéralement d'autres. Nous dénonçons avec la dernière énergie sur le principe. Sur le principe, nous ne pouvons pas l'accepter parce que on s'est battu durant des années pour préserver certains droits de travailleurs. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va accepter que de nouvelles autorités puissent effectivement fouler aux pieds nos acquis. Il va falloir que les gens puissent se concentrer pour gérer autrement ces structures-là que penser faire de petits calculs d'épicier en licenciant ou bien en envoyant dans cette localité certains travail. C'est inadmissible et nous le dénonçons. Et ce qui est plus écœurant, c'est que la plupart de ces travailleurs, des travailleurs concernés, ont été embauchés avec des contrats à durée indéterminée. Voilà, c'est ça, parce que également nous sommes dans un pays de droit. Le Sénégal, ce n'est pas une république bananinière. L'emploi est organisé. Il y a le code de travail, il y a le statut général des agents de l'État. Donc on peut se lever à la tête du client, renvoyer les uns et les autres. Et Barthélemy également rappelé qu'un Sénégalais renvoyé, non seulement ça ne pèse pas sur notre économie, mais ça pèse également sur toute une famille. Ça n'a pas de sens. On doit avoir d'autres leviers, faire l'état des lieux. Nous sommes d'accord, nous, et nous l'avons toujours dit, qu'un travailleur, il faudrait que nos camarades effectivement soient ponctuels, réguliers et travailleurs pour qu'on puisse nous les défendre. Sur le principe, nous ne défendons que nos camarades qui sont au poste, qui sont réguliers et qui sont travailleurs.
sur d'autres questions, ça, il y a la réglementation qui peut éventuellement le régler. Mais de manière, si nous prenons par exemple au niveau de la direction des mines, des travailleurs ont été licenciés par le DAGE. Le DAGE n'est déjà pas recruté. Donc, il y a ces vices de forme-là qu'on constate depuis certains temps que les employeurs se donnent des largesses qu'aujourd'hui, peut-être l'inspecteur du travail va nous expliquer, des largesses qui ne s'expliquent pas. Il faut le dire également, une certaine mollesse des organisations syndicales que nous sommes depuis quelque temps. Nous laissons faire. J'allais en venir là, peut-être je vais vous donner la parole sur justement la position, la posture que vous devez en tout cas adopter pour défendre ces travailleurs. Le temps de donner la parole à M. Diakhaté, Mbaïsen Diakhaté, inspecteur du travail, secrétaire général du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail. Oui, l'administration a ses raisons. Par exemple, il dit des absences non justifiées ou encore des agents qui, entre guillemets, n'ont pas les aptitudes qu'il faut pour occuper certains postes. Mais malgré tout, M. Diakhaté, qu'est-ce qui, selon vous, se cache derrière ces licenciements ou affectations? Merci beaucoup, Barthélémy Ngom. Bonjour à M. Fati de la FGPS. Alors, sur le cas concernant ces licenciements, je pense qu'il y a beaucoup de choses à éclairer par rapport à ça. Sur les motivations de l'administration pour procéder à ces licenciements, je n'ai pas beaucoup d'informations, mais bon, je peux revenir de manière générale sur le problème de ces licenciements pour dire que ça pose beaucoup de problèmes. D'abord, dans le cas de ces structures, ça pose le problème du recrutement d'abord des agents dans la fonction publique. Parce que l'État, souvent, a un problème concernant peut-être le chômage des jeunes. Alors, dans ce sillage-là, il y avait des programmes qui étaient là, notamment peut-être les programmes Réunaï, etc. Et l'État du Sénégal, le régime sortant, avait recruté beaucoup d'agents dans le cadre de ces programmes-là. Et quand on a eu un changement de régime, on s'est rendu compte que la suite, c'est que beaucoup de ces personnes qui ont été recrutées par l'ancien régime se voient licenciées, des ruptures de contrat. Bon, là, à ce niveau, il faudrait peut-être éclairer quelque chose. Oui. C'est-à-dire que pour les personnes dont les contrats sont arrivés à terme, là, peut-être, on ne peut pas parler de licenciement, peut-être que c'était des contrats à durée déterminée. Oui. Et à ce niveau-là, je pense que l'employeur en tout cas... C'est à l'employeur de juger opportun de maintenir ou de remercier. De maintenir ou de ne pas maintenir. Maintenant, il se pose encore d'autres problèmes. Par exemple, au niveau du port. Là, se posait véritablement un problème sur la nature des contrats. Parce qu'à l'inspection du travail, on s'est rendu compte que la plupart des contrats étaient des contrats en complément d'effectifs. Et ces types de contrats sont réglementés. Le Code du travail les réglemente et il y a également un décret d'application qui dit pour ce type de contrat, voilà les conditions qu'il faut pour que vraiment l'employeur puisse recourir à ce type de contrat-là. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que l'employeur, au moment du recrutement, avait respecté les conditions? Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas au travailleur de subir les conséquences des fautes de l'employeur. De payer des œufs qu'ils n'ont pas cassés. De payer en tout cas les pots cassés à ce niveau-là. Alors ça pose également le problème du recrutement dans la fonction publique. Parce qu'on se rend compte que chaque ministère, chaque agence, chaque programme procède personnellement à ces recrutements. Or, ce n'est pas comme ça dans la fonction publique. Quand on doit recruter des agents... Oui, parce que là, je vous rejoins, parce que certains pensent, M. Diakhaté, que c'est pour après venir caser maintenant une clientèle politique. C'est-à-dire, chaque régime arrive avec ses propres militants ou hommes, si je peux me le permettre. Alors, là, moi, à ce niveau, je ne peux pas me prononcer, mais je veux tout simplement dire que l'État, ces agences-là ou ces ministères-là n'ont pas à recruter directement des travailleurs. L'État a un seul employeur. En tout cas, la fonction de recruter est déléguée au ministère de la fonction publique. Et nous, en tant qu'inspection du travail, très souvent, on a attiré l'attention à ce niveau-là. Lorsqu'on recevait des contrats de travail, par exemple, qui nous parvenaient d'un ministère, en tout cas d'une agence qui n'a pas cette autonomie juridique, à chaque fois, on retournait le contrat à ce ministère-là pour dire que nous, en tant qu'inspection du travail, on ne peut pas enregistrer ce contrat-là parce que vous, ministère, vous n'avez pas cette autonomie pour recruter tel travailleur. Donc, nous, on retournait très souvent les contrats. C'est à l'État de remettre de l'ordre dans le cadre de ces recrutements d'abord. Ou alors que ce soit des prestataires. Bon, ça, c'est autre chose. Les prestataires, c'est une autre situation. En tout cas,
pour les travailleurs qui relèvent du Code du travail. Mais ce qu'il faut signaler, c'est qu'à ce niveau-là, ce ne sont pas les travailleurs qui doivent payer les pots cassés. Ce ne sont pas les travailleurs qui doivent payer les pots cassés, c'est à l'État de refaire de l'ordre dans le cadre de son système de recrutement. Et pour M. Diakhaté, j'aimerais vous entendre sur le cas précis de ces agents qui ont été licenciés et pourtant ils ont été embauchés, c'est-à-dire ils ont des contrats à durée indéterminée. Alors, quand on a un contrat à durée indéterminée, la résiliation du contrat également est encadrée. On ne peut pas être licencié n'importe comment. Si on est licencié, c'est soit sur la base d'une faute qui a été commise par le travailleur, soit sur la base d'une rupture amiable, c'est-à-dire que le travailleur et l'employeur s'entendent pour rompre le contrat, soit que également que voilà, il y a un motif économique, il y a en tout cas des circonstances qui peuvent faire de sorte que l'employeur puisse les invoquer pour demander aux travailleurs de rompre le contrat. De rompre le contrat. Si ces situations-là ne se présentent pas, je pense que l'employeur doit en tout cas indemniser le travailleur et ça se passe devant le tribunal du travail. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Diakhaté. Abdou Fati, vous, organisation de défense des travailleurs, justement, certains pensent que c'est contradictoire, en tout cas de vouloir faire de l'emploi des jeunes une priorité et en retour licencier d'autres travailleurs. Est-ce que c'est contradictoire? Et vous, en tant que syndicaliste, comment vous comptez porter le combat justement aux côtés de ces agents concernés? Oui, c'est vraiment une aberration et c'est contradictoire. Tout à l'heure, l'inspecteur Diakhaté l'a dit. Ici, dans ce pays, personne n'est auto-recruté. C'est l'État du Sénégal, indifféremment à ce qu'ils ont géré, qui recrutait ces jeunes-là et ces pères de famille. Donc c'est à l'État de mettre de l'ordre effectivement dans ces activités. C'est à l'État d'avoir une administration du travail crédible pour que ça glisse facilement et qu'on n'en arrive pas à ce qu'on soit dans une auberge espagnole où chaque direction est en train de faire ce qu'elle veut. C'est inadmissible. Donc nous pensons que l'État du Sénégal doit dans un premier temps faire l'état des lieux et demander à ses services de faire l'état des lieux, de s'arrimer au code du travail, de s'arrimer au statut général de la fonction publique et peut-être éventuellement de faire les réaménagements nécessaires, mais pas de cette manière-là, de manière cavalière, se lever un bon jour, convoquer des choses politiques. Parce que nous transcendons vraiment ces appartenances politiques-là. Convoquer des appartenances politiques pour dire qu'il est là parce qu'il y avait tel ou tel ici, ça, nous ne l'acceptons pas. C'est pourquoi je profite de votre antenne vraiment pour lancer un appel à l'ensemble des organisations du Sénégal du travail d'être vigilants. D'être vigilants dans un contexte de pagaille au niveau de l'administration du travail, dans un contexte également de non-organisation du travail dans ce pays. Et demandons également, et je pense que même les inspecteurs du travail, effectivement, l'ont demandé pour voir un peu le bout du nez, ensemble qu'on s'asseye pour revoir le code du travail, afin qu'on puisse naturellement avoir des passerelles claires pour résorber ce taux de chômage, avoir des passerelles claires pour prendre le maximum de jeunes dans ce pays d'ici l'horizon 2050. Est-ce que vous aussi, syndicaliste, vous n'avez pas un peu failli dans votre mission de défense des travailleurs? Mais je le dis. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et on n'entend pas souvent les syndicalistes. Ouais, je le dis très sincèrement. Par rapport aux centrales que nous sommes, vraiment, nous ne suivons pas le rythme. S'il est vrai que dans les secteurs comme la santé et l'éducation, nos camarades sont très actifs, mais dans l'autre secteur, au niveau des centrales que nous menons, souvent on est amorphe. Et c'est pourquoi nos camarades sont en train de trinquer. Et si nous ne prenons garde, ce seront les activistes qui nous remplaceront pour prendre en charge toutes les difficultés qu'ont nos camarades dans le domaine industriel, dans le domaine de l'agriculture et dans plusieurs secteurs. Merci beaucoup Abdou Fati. Alors, Diakhaté, je termine en quelques minutes.
Diakhaté, il me dit que il n'est plus là. Mbaye Sen Diakhaté, toutes nos excuses. On va le retrouver de toute façon dans le journal de 13h. Mbaye Sen Diakhaté, inspecteur du travail, secrétaire général du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail. Merci également à Abdou Fati, membre du bureau national de la FGTS. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était Point de vue, le dernier aspect donc de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliouba, chef d'édition Awambaï. L'info revient dans moins de 6 minutes à 13h, un journal en Wolof avec Seydou Nour.